Il n'est ni le premier opposant du Sénégal, ni le premier ministre du pays. Pourtant, Ousmane Sonko occupe une place unique dans le cœur, les esprits et les controverses de millions de Sénégalais. Chaque fois qu'il parle, le pays s'enflamme. Les plateaux télé explosent, les réseaux sociaux s'enflamment, les familles se divisent. Pour les uns, c'est un héros du peuple, un homme de vérité, de rupture, un guide pour une nouvelle Afrique. Pour les autres, c'est un populiste dangereux, un agitateur, un fauteur de troubles masqué en sauveur. Mais pourquoi? Pourquoi ce nom, Sonko, déchaîne-t-il autant de passion? Pourquoi, même au pouvoir, dérange-t-il encore plus qu'avant? Est-ce son franc-parler, ses attaques frontales contre le système, sa volonté affichée de décoloniser le pays dans les têtes comme dans les actes, ou est-ce simplement parce qu'il ose briser des silences que d'autres n'osaient même pas murmurer? Ousmane Sonko n'est pas arrivé par hasard. Il est né dans un Sénégal en mutation, formé dans les rouages de l'État, puis brutalement éjecté pour avoir dénoncé ce qu'il considérait comme des injustices. Et depuis ce jour, il n'a cessé de grandir dans l'ombre, puis dans la lumière, et enfin dans la tempête. De Ziguinchor à Dakar, des tribunaux aux urnes, des gaz lacrymogènes aux acclamations populaires, son nom a traversé toutes les crises majeures des 10 dernières années. Il a été radié, emprisonné, censuré, mais il est devenu l'un des visages les plus puissants et les plus polémiques du Sénégal contemporain. Ce n'est pas juste un homme politique, c'est un choc culturel, une fracture générationnelle, une idéologie vivante. Et aujourd'hui, même avec l'accession au pouvoir de son allié Bassirou Diomaye Faye, Sonko reste une figure incontournable et toujours controversée. Magistrats, médias, partis politiques, religieux, société civile, personne ne reste neutre face à lui. Certains l'admirent, d'autres le redoutent. Beaucoup le surveillent. Alors, posons-nous la vraie question. Pourquoi Ousmane Sonko dérange-t-il autant? Pourquoi ce prophète de la rupture attire-t-il autant de soutien que d'opposants? Et surtout, que révèle-t-il au fond de notre société sénégalaise, de ses fractures, de ses espoirs et de ses peurs? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce phénomène politique unique, non pas pour juger mais pour comprendre. Car comprendre Sonko, c'est aussi comprendre le Sénégal d'aujourd'hui, et peut-être entrevoir celui de demain. Pour comprendre la figure clivante et électrique qu'est Ousmane Sonko sur la scène politique sénégalaise actuelle, il est impératif de remonter à ses origines et à son parcours professionnel. Sonko n'est pas un produit classique des grandes familles politiques du pays, ni un héritier d'une fortune établie. Il est à bien des égards l'incarnation d'une montée en puissance inattendue qui a bouleversé les codes et les attentes. C'est ce cheminement, de l'ombre de l'administration à la lumière crue de l'arène publique, qui explique en grande partie pourquoi Ousmane Sonko dérange. Né le 15 juillet 1974 à Ndiaganiao, une petite localité de la région de Thiès, Ousmane Sonko a passé une partie de son enfance à Ziguinchor, en Casamance, une région souvent perçue comme marginalisée et oubliée par le pouvoir central. Cette enfance passée loin de la capitale, Dakar, lui a probablement offert une perspective différente sur les réalités du pays, le connectant davantage aux préoccupations des populations rurales et des régions périphériques. Son parcours scolaire et universitaire est celui de l'excellence républicaine. Après des études brillantes, il intègre l'une des institutions les plus prestigieuses du Sénégal, l'École nationale d'administration, ENA, de Dakar. Cette école est le vivier des hauts fonctionnaires, des diplomates et des cadres de l'État, un passage obligé pour quiconque aspire à une carrière d'envergure dans l'administration sénégalaise. En sortant de l'ENA, Ousmane Sonko devient inspecteur des impôts et des domaines. Ce poste n'est pas anodin. Il place le jeune fonctionnaire au cœur du système économique et financier de l'État. Un inspecteur des impôts a un accès privilégié aux comptes des entreprises, aux transactions financières, aux contrats d'État et aux flux monétaires qui animent l'économie nationale. C'est une position qui exige rigueur, intégrité et une connaissance approfondie des lois fiscales et des régulations financières. Pendant des années, Sonko excelle dans ce rôle, se forgeant une réputation de technicien compétent et de fonctionnaire zélé, respecté par ses pairs et ses supérieurs. Rien ne semble alors le destiner à une carrière politique faite de confrontations et de prises de position radicales.
Cependant, c'est précisément de cette position d'observateur interne que va naître le lanceur d'alerte et, par extension, le politicien qui va briser le silence. En travaillant au quotidien sur les dossiers financiers de l'État, Ousmane Sonko déclare avoir mis en lumière des pratiques qu'il jugeait contraires aux intérêts nationaux. Il évoque publiquement des cas d'exonérations fiscales abusives accordées à de grandes entreprises étrangères, des contrats miniers et pétroliers qu'il estime désavantageux pour le Sénégal et une gestion opaque des ressources publiques. Pour lui, ce ne sont pas de simples erreurs administratives, mais les symptômes d'un système corrompu qui privilégie une élite au détriment du bien-être de la majorité des citoyens. La décision de Sonko de rendre publiques ces allégations est une rupture majeure avec le devoir de réserve attendu d'un haut fonctionnaire. Dans l'administration sénégalaise, comme dans beaucoup d'autres, la discrétion est de mise, et les désaccords internes sont gérés par les canaux hiérarchiques. Ousmane Sonko, lui, choisit de porter le débat sur la place publique, à travers des publications, des conférences et des prises de parole médiatisées. Il publie même un livre, Pétrole et gaz au Sénégal, dans lequel il détaille ses analyses et ses critiques sur la gestion des ressources naturelles. Cette démarche est perçue par certains comme un acte de courage civique et de patriotisme, par d'autres comme une violation flagrante de son devoir de fonctionnaire et une tentative opportuniste de se forger une popularité politique. En adoptant cette posture de lanceur d'alerte, Sonko ne se contente pas de pointer du doigt des problèmes isolés. Il dénonce un système dans son ensemble, un réseau complexe d'intérêts politiques, économiques et parfois même judiciaires, qui, selon lui, siphonne les richesses du pays et maintient la population dans la précarité. Il articule ses dénonciations autour de concepts forts, la souveraineté économique, la justice fiscale et la nécessité pour le peuple de reprendre le contrôle de ses ressources. Cette prise de parole audacieuse, venue d'un homme qui maîtrisait les dossiers techniques, a eu un effet d'électrochoc sur l'opinion publique sénégalaise. Dans un pays où la confiance envers les institutions et les élites politiques était déjà érodée, la voix d'Ousmane Sonko a résonné comme celle d'une vérité qui éclate au grand jour. Il est devenu presque instantanément le symbole d'une rébellion contre l'ordre établi, la figure de proue de ceux qui estiment que les richesses du Sénégal ne profitent pas à tous. C'est là que réside une première explication fondamentale de pourquoi Ousmane Sonko dérange. Il n'a pas émergé de la politique partisane classique, mais des entrailles même de l'État, armé d'une connaissance intime des mécanismes qu'il dénonce. En brisant le silence et en exposant ce qu'il considérait comme des vérités dérangeantes, il a non seulement défié l'autorité, mais a aussi offert une nouvelle grille de lecture des problèmes du pays à une jeunesse et à une population fatiguée des discours politiques convenus. Sonko n'a pas seulement critiqué le pouvoir, il a remis en question les fondements mêmes de sa légitimité en s'appuyant sur des arguments techniques et des allégations de corruption. Cette transformation d'un inspecteur des impôts en un tribun populaire a marqué le début d'une ère de forte polarisation politique au Sénégal. L'émergence d'Ousmane Sonko comme lanceur d'alerte n'était que le prélude à une confrontation inévitable. Sa décision de briser le silence et de pointer du doigt ce qu'il considérait comme des dérives au sein de l'administration ne pouvait que le placer en porte-à-faux avec l'ordre établi. Cette trajectoire l'a conduit à une rupture frontale et assumée avec le système qu'il dénonçait, formalisé par sa radiation de la fonction publique et la création de son propre mouvement politique. C'est cette rupture et les principes radicaux qui l'ont sous-tendu qui expliquent en grande partie pourquoi Ousmane Sonko est perçu comme une menace par l'establishment sénégalais. Le premier acte majeur de cette rupture fut sa radiation de la fonction publique. En août 2016, Ousmane Sonko est limogé de son poste d'inspecteur principal des impôts et des domaines par un décret présidentiel. La raison officielle invoquée par le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan est le manquement à l'obligation de discrétion professionnelle. Pour l'administration, Sonko a violé les règles qui régissent le comportement des fonctionnaires, notamment en révélant des informations confidentielles et en critiquant publiquement les politiques gouvernementales. Pour Sonko et ses partisans, cette radiation n'était qu'une sanction politique, une tentative de faire taire une voix devenue trop gênante. Il s'agissait, selon eux, d'une décision arbitraire visant à museler toute critique émanant de l'intérieur du système. Ce limogeage, loin de le réduire au silence, a eu l'effet inverse. Il a transformé Ousmane Sonko en un martyr de la liberté d'expression.
en un symbole de la répression contre ceux qui osent défier le pouvoir. Cette exclusion de l'appareil d'État l'a libéré des contraintes de la fonction publique et l'a propulsé entièrement dans l'arène politique. Fort de cette nouvelle liberté et de la popularité grandissante générée par sa radiation, Ousmane Sonko franchit une étape décisive en fondant son propre parti politique. Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Lancé officiellement en 2014, mais véritablement propulsé après sa radiation, PASTEF n'était pas un parti comme les autres. Dès sa création, il se positionne en opposition radicale aux formations politiques traditionnelles, qu'il accuse d'être complices du système et déconnectés des réalités du peuple. Le nom même du parti, axé sur le travail, l'éthique et la fraternité, se voulait un manifeste contre ce qu'il dénonçait, la paresse, la corruption et les divisions. Le programme et le discours de PASTEF, sous l'impulsion de Sonko, incarnent un rejet total du système politique et économique établi. Sonko ne propose pas de simples ajustements ou des réformes marginales. Il appelle à une rupture systémique. Pour lui, la gouvernance du Sénégal depuis l'indépendance est viciée à la racine par la corruption, la mauvaise gestion et une forme de néocolonialisme économique et politique. Ses premiers discours chocs ont immédiatement marqué les esprits et dérangé les élites. Parmi ces thèmes récurrents et les plus explosifs, on retrouve le franc CFA. Ousmane Sonko a été l'un des premiers leaders politiques sénégalais à remettre aussi ouvertement et frontalement en question la pertinence du franc CFA. La monnaie commune à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, arrimée à l'euro et dont la gestion est critiquée pour sa dépendance vis-à-vis de la France. Pour Sonko, le CFA est un vestige colonial, un outil qui entrave la souveraineté monétaire des pays africains et freine leur développement économique autonome. Il propose un retrait de la zone CFA et l'adoption d'une monnaie nationale ou régionale souveraine. Cette position, bien que débattue par les économistes, résonne fortement auprès d'une jeunesse et d'une partie de l'intellectuel africain qui perçoivent le CFA comme un symbole de la persistance de la tutelle économique française. En abordant ce sujet tabou, il s'attaque directement à un pilier des relations franco-africaines et à la stabilité monétaire régionale, dérangeant non seulement Paris, mais aussi les élites africaines qui bénéficient ou sont confortables avec le système actuel. La France et le néocolonialisme. Au-delà du CFA, Sonko n'hésite pas à critiquer ouvertement la présence et l'influence de la France au Sénégal et en Afrique. Il dénonce ce qu'il appelle le néocolonialisme, c'est-à-dire une forme de domination économique et politique qui se poursuit après les indépendances formelles. Il critique les accords de défense, les contrats commerciaux jugés inéquitables et le rôle des entreprises françaises dans l'économie sénégalaise. Ses discours fustigent une France-Afrique qu'il veut déconstruire, appelant à une rupture avec cette dépendance pour une pleine souveraineté nationale. Cette rhétorique, très populaire auprès d'une jeunesse en quête de dignité et d'autonomie, est extrêmement dérangeante pour les intérêts français et pour les élites sénégalaises qui ont historiquement entretenu des liens étroits avec l'ancienne puissance coloniale. Les élites sénégalaises, Ousmane Sonko, ne ménagent pas non plus les élites politiques, économiques et même religieuses sénégalaises. Il les accuse de collaboration avec les puissances étrangères, de corruption et de népotisme. Il dénonce leur mode de vie fastueux, contrastant avec la pauvreté de la majorité et leur incapacité à résoudre les problèmes de chômage, de migration clandestine et de pauvreté. Il les qualifie de déracinement, de prédateurs et de profiteurs du système. Ces attaques sont d'autant plus dérangeantes qu'elles ciblent des personnalités et des institutions respectées ou puissantes, remettant en cause leur légitimité et leur moralité. En les attaquant de front, ils rompent avec la tradition de respect des aînés et de la hiérarchie sociale qui caractérise en partie la culture sénégalaise, créant un ressentiment profond chez ceux qu'ils visent. La gestion des ressources naturelles, Sonko maintient une ligne dure sur la question des hydrocarbures et autres richesses du sous-sol sénégalais. Il appelle à une renégociation des contrats, accusant l'État d'avoir bradé les ressources au profit d'intérêts étrangers et de certaines élites locales. Cette position, qui touche directement aux intérêts économiques de grandes entreprises et aux stratégies de développement du gouvernement, est une source majeure de discorde et d'inquiétude pour les acteurs économiques établis. En résumé, la rupture d'Ousmane Sonko avec le système ne se limite pas à sa radiation.
elle est le fondement de son projet politique. PASTEF est né de cette volonté de tout remettre en question. En s'attaquant au franc CFA, à la France-Afrique et aux élites nationales, il a non seulement défié le pouvoir en place, mais a aussi remis en cause les piliers mêmes sur lesquels repose l'ordre politique et économique du Sénégal depuis des décennies. Ses premiers discours ont été des bombes sémantiques, créant des clivages profonds et mobilisant une partie de la population qui se sentait jusque-là oubliée et trahie. C'est cette radicalité assumée, ce refus de la compromission et cette volonté de tout balayer qui expliquent pourquoi Ousmane Sonko n'est pas seulement un opposant, mais une figure qui dérange fondamentalement les équilibres établis. L'impact d'Ousmane Sonko sur la scène politique sénégalaise ne s'explique pas uniquement par son parcours ou la nature de ses critiques, il est intrinsèquement lié à son style, une manière de communiquer et d'interagir qui est à la fois directe, radicale et souvent explosive. C'est cette approche non conventionnelle qui le distingue de ses pairs et qui contribue de manière significative à la perception qu'il est une force dérangeante pour le statu quo. Dès ses premières apparitions publiques, Sonko a choisi un langage sans filtre. Loin des euphémismes et des circonlocutions habituelles de la rhétorique politique sénégalaise, il s'exprime avec une clarté et une franchise désarmantes. Il appelle un chat, nomme les problèmes avec des mots crus, et n'hésite pas à désigner publiquement des individus ou des institutions qu'il estime responsables des maux du pays. Là où d'autres emploieraient des métaphores ou des allusions, Sonko utilise des termes percutants comme prédateur, mafia, système corrompu, élite comprador. Ce langage direct est particulièrement puissant, car il résonne avec la frustration populaire, donnant l'impression qu'enfin quelqu'un ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Pour une population fatiguée des promesses électorales non tenues et des discours polis mais vides de sens, cette authenticité apparente est un aimant. Cependant, pour l'establishment, cette franchise est une agression, une vulgarisation du débat politique et une remise en question de la dignité des institutions. Les dénonciations ouvertes sont au cœur de son style. Ousmane Sonko ne se contente pas de critiquer, il accuse. Que ce soit les contrats pétroliers, les pratiques fiscales ou la gestion de fonds publics, il formule des allégations précises, souvent étayées par des données qu'il dit avoir recueillies en tant qu'inspecteur des impôts. Ces arguments sont généralement construits autour de la thématique de la souveraineté nationale bafouée et du pillage des ressources par une minorité agissante en collusion avec des intérêts étrangers. Ces dénonciations ont un effet démultiplicateur. Elles alimentent le débat public, suscitent des enquêtes, parfois judiciaires, parfois médiatiques, et forcent les pouvoirs en place à se justifier. Ce faisant, il maintient une pression constante sur le gouvernement et les acteurs économiques qu'il vise et crée un climat de méfiance envers les institutions qu'il défie. Au-delà du langage, l'attitude provocatrice d'Ousmane Sonko est une signature. Il ne recule pas devant la confrontation. Face aux institutions, il ne montre aucune révérence, les accusant ouvertement de partialité ou de soumission au pouvoir exécutif. Sa gestuelle, son ton de voix, sa manière d'interpeller, tout est calculé pour marquer les esprits et défier l'autorité. Cette posture est particulièrement visible dans ses interactions avec les médias classiques qu'il accuse régulièrement de désinformation ou d'être à la solde du pouvoir. Plutôt que de chercher à les séduire, il les critique frontalement, préférant souvent communiquer directement avec sa base via les réseaux sociaux ou des canaux alternatifs. Cette stratégie médiatique déstabilise les médias traditionnels, les poussant à se positionner et souvent à entrer en conflit ouvert avec lui. Face à ses adversaires politiques, Ousmane Sonko n'adopte aucune posture de conciliation. Il les attaque personnellement, remettant en question leur intégrité, leur patriotisme ou leurs compétences. Les joutes verbales avec les membres du gouvernement ou les figures de l'opposition sont souvent virulentes et ne laissent que peu de place au compromis. Il ne cherche pas à les convaincre, mais à les discréditer aux yeux de l'opinion publique. Pour ses partisans, c'est une preuve de sa force et de sa détermination. Pour ses opposants, c'est une dérive dangereuse qui polarise excessivement le débat politique et rend toute entente impossible. La dimension radicale de son style réside dans le fait qu'il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Au contraire, il semble vouloir volontairement secouer le cocotier, bousculer les habitudes et provoquer une rupture nette. Là où d'autres politiciens tentent de rassembler large en édulcorant leurs propos, Sonko préfère s'adresser à une base loyale et frustrée
qui se reconnaît dans son discours sans concession. Il cultive cette image d'homme qui ne ment pas, qui ne trahit pas, qui dit la vérité, même si elle dérange. Cette radicalité est un choix stratégique. Elle galvanise sa base militante, créant une adhésion quasi religieuse, mais elle aliène aussi une partie de la population et des élites qui craignent son intransigeance. Ce style explosif a des conséquences directes sur le climat politique sénégalais. Chaque sortie d'Ousmane Sonko, chaque discours, chaque conférence de presse est attendue avec une intensité particulière, car on sait qu'elle peut déclencher une nouvelle polémique, une réaction du gouvernement ou une mobilisation de rue. Il a une capacité unique à mettre en ébullition l'espace public, transformant le débat politique en un bras de fer permanent. Ces mots ne sont pas de simples déclarations, ils sont perçus comme des appels à l'action, des signaux qui peuvent mener à des manifestations, voire à des affrontements. En conclusion, le style Sonko est une composante essentielle de son pouvoir de déstabilisation. Son langage direct et sans filtre, ses dénonciations ouvertes, son attitude provocatrice envers les institutions et ses adversaires, et sa volonté de secouer le système plutôt que de le réformer doucement, tout cela crée un personnage politique qui dérange profondément. Il incarne une rupture non seulement dans les idées, mais aussi dans la manière de faire de la politique au Sénégal. Il polarise les opinions, galvanise les uns et ulcère les autres, faisant de chaque prise de parole un événement potentiellement explosif. C'est cette imprévisibilité et cette intransigeance stylistique qui expliquent pourquoi Ousmane Sonko, même au pouvoir, continue de défier les codes et de susciter l'inquiétude. L'ascension fulgurante d'Ousmane Sonko, son style percutant et sa rupture affichée avec le système ne pouvaient rester sans réponse. En devenant une figure de plus en plus influente et dérangeante, il est inévitablement devenu la cible de tous les tirs, affrontant une succession d'affaires judiciaires, la dissolution de son parti et des périodes d'emprisonnement ou d'assignation à résidence. Ces épreuves, loin de le briser, l'ont parfois transformé, aux yeux de ses partisans, en un martyr politique, tandis que pour ses détracteurs, elles soulignent une manipulation ou la juste conséquence de ses actes. Dès qu'il a commencé à gagner en notoriété, Sonko a été confronté à une série d'affaires judiciaires. Ses démêlés avec la justice sont devenus une composante quasi permanente de son parcours, alimentant la polarisation du débat public. La plus emblématique de ces affaires est sans doute l'affaire Sweet Beauty. En mars 2021, une employée d'un salon de massage, Adji Sarr, dépose plainte contre Ousmane Sonko pour viol répété et menace de mort. Cette accusation a déclenché une onde de choc à travers le pays. Pour Ousmane Sonko et ses partisans, il s'agissait d'un complot d'État, orchestré par le pouvoir en place pour l'éliminer de la scène politique, en le discréditant moralement. Ils ont dénoncé une instrumentalisation de la justice et une tentative d'atteinte à l'honneur. Des manifestations massives ont éclaté à travers le pays, souvent violentes, avec des affrontements entre jeunes manifestants et forces de l'ordre, faisant des morts et de nombreux blessés. Pour l'opposition, cette affaire a révélé la face cachée d'un régime prêt à tout pour se maintenir. Pour le pouvoir et ses sympathisants, l'affaire Sweet Beauty était une affaire de droit commun que la justice devait trancher, et les accusations de complot visaient à échapper à la vérité. Finalement, Sonko a été relaxé des accusations de viol, mais condamné pour corruption de la jeunesse, ce qui a eu des conséquences majeures sur son éligibilité future. Outre cette affaire, Ousmane Sonko a fait face à d'autres poursuites, notamment pour diffamation. Une de ces affaires l'a opposé au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, qu'il avait accusé de détournement de fonds. Cette affaire a également eu des ramifications importantes, aboutissant à une condamnation par contumace pour diffamation et injure publique, puis, suite à l'appel, à une confirmation de condamnation à de la prison avec sursis. Ces décisions judiciaires ont été perçues par ses partisans comme de nouvelles tentatives d'élimination politique par des moyens légaux, renforçant l'idée d'une justice aux ordres. Pour le gouvernement, il s'agissait simplement de l'application de la loi face à des propos diffamatoires. La tension culminante de cette confrontation a été la dissolution de son parti, PASTEF, en juillet 2023. Le ministère de l'Intérieur a justifié cette dissolution par des troubles à l'ordre public, des actes d'insurrection et le recours aux violences imputés au parti. Pour les autorités, PASTEF était devenu une organisation qui menaçait la sécurité de l'État. Pour Ousmane Sonko et ses millions de sympathisants,
La dissolution était un coup de force antidémocratique, une violation flagrante des libertés politiques et une tentative désespérée de rayer PASTEF de la carte électorale avant l'élection présidentielle de 2024. Cet acte a ravivé les tensions, provoquant de nouvelles vagues de protestations et des condamnations de la part d'organisations de défense des droits de l'homme. Ces épisodes ont été ponctués d'emprisonnements et d'assignations à résidence. Ousmane Sonko a connu plusieurs incarcérations, souvent liées à des accusations d'appel à l'insurrection ou d'outrage à magistrats. Chaque arrestation et chaque libération étaient des événements majeurs, mobilisant des foules immenses de part et d'autre et polarisant davantage le pays. Ces périodes derrière les barreaux ont accentué son image de martyr politique auprès de ses soutiens, renforçant leur conviction que leur leader était victime d'une persécution orchestrée par le pouvoir. Sa résistance apparente face à l'adversité judiciaire a consolidé sa base, en faisant de lui une figure d'opposition résolue et inébranlable. Cependant, pour ses détracteurs et une partie de l'opinion publique, ces démêlés judiciaires n'étaient pas des complots, mais la conséquence directe de ses propres actes et de son style politique provocateur. Ils ont accusé Sonko d'utiliser les procédures judiciaires pour attiser la colère populaire, d'inciter à la violence et de se victimiser pour gagner en popularité. La question centrale est devenue: Ousmane Sonko est-il un martyr politique injustement persécuté ou un manipulateur qui utilise les failles du système pour ses propres fins, quitte à plonger le pays dans le chaos? Cette dichotomie est au cœur du débat sénégalais. La succession d'affaires et de mesures coercitives a eu pour effet paradoxal de renforcer la détermination de ses partisans, transformant chaque procès et chaque arrestation en un nouveau chapitre de son récit de résistant. Cela a également eu un impact sur l'image du Sénégal à l'international, soulevant des interrogations sur l'état de droit et la vitalité démocratique du pays. En somme, le fait qu'Ousmane Sonko soit devenu la cible de tous les tirs n'est pas anodin. C'est la conséquence directe de sa rupture avec le système, de son discours radical et de son style provocateur. Ces confrontations incessantes avec la justice et l'État ont cimenté son statut de leader contestataire, polarisant le pays et alimentant la conviction, chez ses partisans, qu'il est la seule alternative à un système corrompu, et chez ses opposants, qu'il est une menace pour la stabilité et la démocratie sénégalaise. La guerre judiciaire contre Sonko a été une bataille politique, dont les répercussions ont marqué durablement le paysage politique sénégalais et contribué à la violence des manifestations. L'une des clés de l'ascension fulgurante et de la résilience politique d'Ousmane Sonko réside dans sa capacité unique à établir un lien viscéral avec la jeunesse sénégalaise. Cette connexion profonde n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une convergence entre un discours percutant et des aspirations générationnelles, faisant de Sonko le porte-voix d'une frustration longtemps contenue et le catalyseur d'un espoir de changement radical. La jeunesse du Sénégal, majoritaire dans la population, est confrontée à des défis immenses et à des frustrations persistantes. Malgré une croissance économique souvent vantée, une grande partie de cette jeunesse fait face à un chômage endémique, à un manque criant de perspectives d'emploi dignes et à des difficultés d'accès aux services essentiels. Beaucoup de jeunes diplômés se retrouvent sans emploi ou sous-employés, après des années d'études. Cette réalité alimente un sentiment de désespoir et de marginalisation, poussant certains à risquer leur vie dans l'émigration clandestine vers l'Europe, un phénomène qui traumatise le pays. C'est dans ce contexte de désenchantement que le discours d'Ousmane Sonko trouve un écho puissant. Il incarne une frustration générationnelle que les politiciens traditionnels n'ont souvent pas su ou voulu adresser. Sonko ne promet pas de petits ajustements. Il propose une rupture totale avec l'ancien système, celui-là même que cette jeunesse accuse d'avoir échoué à leur offrir un avenir. Ces critiques acerbes des élites établies, qu'il accuse de corruption, de népotisme et de déconnexion avec le peuple, résonnent avec la perception d'une justice sociale à deux vitesses et d'une répartition inéquitable des richesses. Il se positionne comme le porte-voix des sans-emploi, des marginalisés et de tous ceux qui se sentent exclus du système. Sonko parle de souveraineté économique, de reprise en main des ressources nationales, de justice fiscale et de revalorisation du travail national. Ces thèmes touchent directement les aspirations d'une jeunesse qui aspire à plus d'autonomie, à des opportunités dans son propre pays et à une dignité retrouvée.
Il leur offre une explication simple mais percutante de leur précarité. Ce n'est pas leur faute, mais celle d'un système corrompu qu'il faut renverser. L'attrait de Sonko pour cette jeunesse est également lié à son style non conventionnel. Il parle un langage direct, utilise les réseaux sociaux avec une grande agilité et défie ouvertement l'autorité, des attitudes qui rompent avec le respect parfois révérencieux dû aux figures politiques plus âgées et établies. Cette audace, cette volonté de tout dire, correspond à l'esprit rebelle et contestataire d'une partie de la jeunesse. Les jeunes se reconnaissent dans son énergie, sa capacité à mobiliser et son refus des compromis qui, selon eux, ont freiné le développement du pays. Il apparaît comme un leader qui leur ressemble, qui comprend leurs souffrances et qui est prêt à se battre pour eux. La base militante de Sonko et de PASTEF est particulièrement jeune et active, et ce lien est viscéral. Ces jeunes ne sont pas de simples électeurs, ce sont des militants dévoués, prêts à descendre dans la rue pour défendre leur leader. Ils sont actifs sur les plateformes numériques, relayant ses messages, défendant sa cause contre les attaques du système et organisant des mobilisations. Cette énergie militante, souvent auto-organisée et spontanée, est une force redoutable. Elle transforme les meetings en événements galvanisants et les appelle à manifester en mouvement de masse. Cependant, ce lien viscéral entre Sonko et la jeunesse est à double tranchant. D'un côté, il est porteur d'un immense espoir pour une génération qui n'a connu que la stagnation ou des progrès inéquitables. Il leur donne une voix, un sentiment d'appartenance et la conviction qu'un avenir meilleur est possible. De l'autre, cette relation peut aussi pencher vers un certain radicalisme. La frustration accumulée, combinée à un discours de rupture, a parfois conduit à des débordements violents lors des manifestations. Le sentiment que tous les moyens sont bons pour atteindre le changement et que le système est irréformable par des voies pacifiques a pu entraîner des affrontements directs avec les forces de l'ordre, avec des conséquences tragiques. Pour certains observateurs, le risque est que cette mobilisation passionnée bascule vers une forme d'intransigeance qui rend le dialogue impossible et alimente l'instabilité. Les détracteurs de Sonko voient dans ce lien une manipulation de la jeunesse, les accusant d'instrumentaliser leur désespoir à des fins politiques. Ils craignent que cette alliance ne pousse la jeunesse vers des voies extrêmes et ne mette en péril la stabilité sociale et politique du Sénégal. Pour eux, Sonko ne propose pas de solution concrète, mais alimente la colère et la division. En définitive, la relation d'Ousmane Sonko avec la jeunesse sénégalaise est un pilier fondamental de son influence et explique grandement pourquoi il dérange. Il a su capter l'air du temps, incarner les aspirations d'une génération en quête de sens, de dignité et d'opportunité. En donnant une voix aux sans-voix et en proposant une rupture radicale avec les pratiques passées, il est devenu plus qu'un homme politique. Il est le symbole d'un mouvement de contestation de la jeunesse, un phénomène qui, par son ampleur et son intensité, met au défi l'ordre établi et interroge la direction future du Sénégal. L'influence d'Ousmane Sonko et sa capacité à mobiliser une partie significative de la population ne se limite pas à une simple opposition politique. Il s'attaque au fondement même de l'ordre établi au Sénégal, remettant en question des piliers sur lesquels repose l'équilibre sociopolitique du pays depuis des décennies. C'est cette remise en cause systémique et frontale qui explique pourquoi il dérange si profondément les cercles du pouvoir, mais aussi de l'influence traditionnelle et internationale. Le premier pilier qui l'ébranle est celui de la magistrature. Dans ses discours et à travers ses démêlés judiciaires, Ousmane Sonko n'a eu de cesse de critiquer le système judiciaire sénégalais. Il a accusé des juges et des procureurs d'être à la solde du pouvoir exécutif, d'instrumentaliser la justice à des fins politiques pour éliminer ses adversaires. Ces termes sont souvent très durs, parlant de magistrats corrompus ou de justice aux ordres. Ces attaques sapent la confiance du public dans l'indépendance de la justice, une institution pourtant garante de l'état de droit. Pour les professionnels du droit et pour les tenants de l'ordre établi, ces accusations sont une atteinte grave à la réputation de l'institution judiciaire et une menace directe à la stabilité du système légal. En défiant ouvertement le pouvoir judiciaire, il rompt avec le respect traditionnel des corps constitués et introduit une défiance généralisée. Un autre pilier crucial et très sensible au Sénégal que Sonko a bousculé est celui des confréries religieuses. Le Sénégal est un pays où l'islam, majoritaire,
est structuré autour de puissantes confréries soufis, Tidjania, Mouridia, Layène, etc., dirigées par des chefs religieux, les califes généraux, qui jouent un rôle social, économique et politique considérable. Traditionnellement, ces leaders religieux ont toujours eu une influence modératrice sur la scène politique, appelant au calme et à l'apaisement en période de tension et exerçant une forme de médiation. Ousmane Sonko a par moments critiqué certains dignitaires religieux, les accusant de collusion avec le pouvoir ou de ne pas suffisamment défendre les intérêts du peuple. Bien qu'il se soit ensuite ravisé ou ait clarifié ses propos pour ne pas s'aliéner une base religieuse essentielle, ses critiques initiales ont été perçues comme une attaque frontale contre un pan essentiel de l'équilibre socio-politique sénégalais. Pour l'establishment, touché aux confréries, c'est risquer de déstabiliser le ciment social et moral du pays. Un acte d'une gravité sans précédent dans le paysage politique. Sa critique ne s'arrête pas aux frontières nationales. Il s'attaque également au système diplomatique du Sénégal et à ses partenaires internationaux. Ousmane Sonko dénonce ce qu'il perçoit comme une diplomatie soumise aux intérêts étrangers, notamment français. Il critique les accords de défense, les partenariats économiques et même l'implication du Sénégal dans certaines organisations internationales, les accusant de servir des agendas qui ne sont pas ceux du peuple sénégalais. Cette remise en question du positionnement diplomatique du pays et les attaques contre les pays partenaires traditionnels dérangent profondément les relations établies et la perception du Sénégal sur la scène internationale. Pour les diplomaties étrangères, une telle rhétorique annonce une période d'incertitude et une potentielle redéfinition des alliances. De même, Sonko a émis des doutes et des critiques virulentes envers certaines organisations non gouvernementales, ONG et institutions de la société civile. Il les accuse parfois de servir le système ou d'être financés par des puissances étrangères pour promouvoir des agendas qui ne correspondent pas aux réalités ou aux priorités nationales. Cette défiance envers des acteurs souvent perçus comme des contre-pouvoirs ou des défenseurs des droits humains est troublante pour ceux qui œuvrent pour le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance à travers ces structures. Enfin, et c'est un point majeur, Ousmane Sonko n'a pas hésité à remettre en cause des institutions régionales comme la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors que la CEDEAO joue un rôle crucial dans la stabilité et l'intégration régionale, Sonko a critiqué son fonctionnement, son positionnement face aux coups d'État dans certains pays et son alignement perçu avec certaines puissances occidentales. Ces critiques, émanant d'une figure politique majeure, sont susceptibles de fragiliser la cohésion régionale et d'affaiblir l'autorité de l'organisation, ce qui inquiète les leaders des pays membres et les partenaires internationaux. En s'attaquant à ces piliers, la justice, les confréries religieuses, le système diplomatique et les organisations régionales, Ousmane Sonko ne cherche pas seulement à gagner des élections, il aspire à un changement de paradigme profond. Pour ses partisans, il est un libérateur, celui qui ose enfin dénoncer les verrous d'un système sclérosé. Pour l'ordre établi, il représente une crainte existentielle d'un effondrement de l'équilibre sociopolitique sénégalais. Leurs craintes sont multiples. Un risque de désacralisation des institutions. En attaquant la justice ou les leaders religieux, ils sapent l'autorité et le respect nécessaires au bon fonctionnement de l'État et à la cohésion sociale. Une menace pour la stabilité économique. Ses positions sur le CFA, les contrats pétroliers et l'influence étrangère sont perçus comme des facteurs de risque pour les investissements et la place du Sénégal dans l'économie mondiale. Une polarisation exacerbée. Son discours radical et frontal creuse les divisions au sein de la société, rendant le dialogue et le compromis plus difficiles, voire impossibles, et pouvant mener à la violence. Un défi à l'influence traditionnelle. En bousculant les hiérarchies religieuses ou coutumières, il fragilise les médiateurs sociaux et les régulateurs informels qui ont historiquement contribué à la paix sociale. En somme, Ousmane Sonko dérange profondément l'ordre établi parce qu'il ne se contente pas d'être une opposition. Il est un challenger du système lui-même, de ses mécanismes, de ses alliances et de ses figures tutélaires. Ses critiques ciblent les nerfs sensibles du pouvoir, remettant en cause la légitimité des institutions et l'hégémonie de certaines élites. C'est cette volonté affichée de tout remettre à plat, de déconstruire pour mieux reconstruire, qui fait de lui une figure redoutée par ceux qui ont prospéré ou se sont sentis en sécurité
dans le cadre de l'ordre ancien. Il représente une révolution potentielle, non seulement politique, mais aussi sociale et institutionnelle, dont les contours précis sont encore incertains et, pour beaucoup, effrayants. Le style politique d'Ousmane Sonko et sa stratégie de rupture ne se manifestent pas seulement dans ses discours ou ses prises de position. Ils se traduisent également par des relations notoirement tendues, voire conflictuelles, avec des acteurs fondamentaux de la vie publique et démocratique. Les médias traditionnels, le système judiciaire et une partie de la société civile. Cette défiance généralisée, cultivée par Sonko, est une raison supplémentaire et significative de la manière dont il dérange l'ordre établi et alimente les craintes quant à la nature de sa gouvernance. L'hostilité d'Ousmane Sonko envers les médias classiques est l'une de ses marques de fabrique. Il accuse régulièrement les grandes chaînes de télévision, les radios et les journaux établis d'être des médias du système, des porte-voix du pouvoir en place. Selon lui, ils ne jouent pas leur rôle de contre-pouvoir, mais participent plutôt à une campagne de désinformation et de diabolisation à son encontre. Il les fustige pour leur partialité supposée, leur manque d'objectivité et leur refus de donner une voix équitable à l'opposition, en particulier à Pastef. Cette position se traduit par un refus délibéré d'adopter les codes de communication traditionnels. Plutôt que de multiplier les interviews avec les chaînes privées ou les grands titres de presse, Sonko et son équipe privilégient une communication directe avec leur base. Ils utilisent massivement les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, X pour Twitter, les plateformes de diffusion en direct et les médias alternatifs ou citoyens qui leur sont favorables. Cette stratégie permet à Sonko de contrôler le récit, de diffuser ses messages sans filtre ni interprétation journalistique et de mobiliser ses partisans instantanément. Pour lui, c'est une manière d'échapper à ce qu'il perçoit comme une propagande et de contourner le mur médiatique dressé par le pouvoir. Cependant, cette hostilité dérange profondément le paysage médiatique. Les accusations de manipulation portées par Sonko à l'encontre des journalistes sont perçues comme une attaque à la liberté de la presse et à la crédibilité de la profession. Elles alimentent la méfiance du public envers le journalisme en général et rendent difficile un traitement nuancé de l'information. Cette tension crée un climat où la distinction entre information et opinion est brouillée et où les médias sont contraints de se positionner, soit en s'opposant, soit en soutenant le discours dominant. Pour beaucoup, un leader qui entretient une telle défiance envers la presse libre représente une menace potentielle pour la vitalité démocratique. La critique constante du système judiciaire est un autre point de friction majeur, et elle est devenue une source de conflits ouverts avec les magistrats. Comme nous l'avons vu, Sonko a régulièrement accusé des juges et des procureurs d'être instrumentalisés par le pouvoir exécutif. Il a parlé de justice aux ordres, de magistrats corrompus et de déni de justice. Ces accusations, formulées publiquement et avec véhémence, ont été très mal reçues par le corps judiciaire, qui y voit une atteinte inacceptable à son indépendance et à son honneur. Ces tensions se sont matérialisées par des communiqués de l'Association des magistrats sénégalais, AMS, dénonçant les pressions et les attaques contre l'institution judiciaire. Pour les magistrats, ces propos sapent la confiance du public dans le système judiciaire et menacent l'état de droit. La posture de Sonko, qui alterne entre la soumission à la justice, en se présentant aux convocations, et la contestation virulente de ses décisions, déroute et exaspère. Pour les partisans de Sonko, cette critique est légitime et nécessaire pour dénoncer une justice gangrenée par le pouvoir politique. Pour les gardiens de l'ordre établi, cette attitude est subversive, cherchant à délégitimer une institution fondamentale et à inciter à la rébellion contre les décisions de justice. La confiance dans la justice est un pilier de la paix sociale, et la fragilisation de cette confiance par un leader politique est extrêmement dérangeante. Enfin, la méfiance vis-à-vis d'une partie de la société civile est une autre caractéristique des relations tendues d'Ousmane Sonko. Historiquement, la société civile sénégalaise est très dynamique et a souvent joué un rôle de contre-pouvoir important, notamment dans la défense des droits humains, la promotion de la démocratie et la lutte contre la corruption. Cependant, Ousmane Sonko n'a pas hésité à remettre en question la neutralité et l'indépendance de certaines organisations. Il les a parfois accusées de servir le système, d'être financées par des intérêts étrangers ou nationaux pour défendre des agendas qui ne sont pas ceux du peuple, ou de ne pas être suffisamment critiques envers le pouvoir en place.
Cette défiance fragilise le rôle de médiation et de plaidoyer de ces organisations. Pour ces acteurs de la société civile, être ainsi taxé de complice par une figure majeure de l'opposition est déroutant et potentiellement dangereux. Cela divise également la société civile elle-même, avec certaines organisations soutenant Sonko et d'autres, le critiquant pour sa rhétorique polarisante. La conséquence est une érosion de la confiance dans des corps intermédiaires essentiels à la vitalité démocratique, rendant plus difficile la construction d'un consensus national autour de grands enjeux. En conclusion, les relations sous tension qu'entretient Ousmane Sonko avec les médias, la justice et la société civile ne sont pas de simples incidents. Elles sont le reflet de sa stratégie de rupture et de sa volonté de défier les contre-pouvoirs traditionnels. En contestant la légitimité et l'impartialité de ces institutions, il ne fait pas seulement campagne. Il cherche à redéfinir les règles du jeu politique et le rôle de ces acteurs dans la société. Cette approche est profondément dérangeante car elle fragilise les piliers de la démocratie libérale, érode la confiance dans les institutions et contribue à un climat de polarisation où chaque parti se méfie de l'autre. Pour ses partisans, c'est une dénonciation nécessaire de l'hypocrisie et de la corruption. Pour ses détracteurs, c'est une stratégie dangereuse qui sape les fondements mêmes de l'état de droit et de la cohésion sociale au Sénégal. L'accession d'Ousmane Sonko au poste de Premier ministre du Sénégal, suite à la victoire éclatante de son protégé et ami Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle de mars 2024, a marqué un tournant historique. Pour beaucoup, cette entrée au gouvernement devait signifier une inflexion, un adoucissement de son discours et une adoption des codes de gouvernance plus apaisés, inhérents à l'exercice du pouvoir. Cependant, contre toute attente, Ousmane Sonko semble persister dans une posture qui le maintient, même au cœur de l'exécutif, dans une forme d'opposition permanente. C'est cette persistance de son style contestataire et de son langage radical qui continue de déranger non seulement ses anciens adversaires, mais aussi parfois certains observateurs et même des alliés au sein de la nouvelle majorité. Le premier élément frappant est que son comportement reste offensif, même comme Premier ministre. Alors qu'un chef de gouvernement est généralement attendu sur un discours rassembleur, de mise en œuvre des politiques publiques et de travail institutionnel, Ousmane Sonko continue d'employer un ton de dénonciation et de critique acerbe. Ses premières prises de parole en tant que Premier ministre, loin d'être des appels à l'unité nationale ou des présentations de feuilles de route détaillées, ont souvent gardé la tonalité de ses discours de campagne, des mises en garde fermes, des dénonciations des pratiques passées et des promesses de rupture radicale avec les mauvais modes de gouvernance. Il n'hésite pas à se positionner comme le gardien de la révolution promise, comme si le système n'avait pas encore été entièrement vaincu. Cette persistance du ton contestataire est d'autant plus déroutante qu'il est désormais à la tête de l'action gouvernementale. Il est censé incarner la solution, et non plus seulement la dénonciation des problèmes. Lorsqu'il fustige la corruption ou les dysfonctionnements, il parle désormais d'un système dont il fait partie et qu'il est en charge de réformer. Cette dualité entre sa fonction exécutive et son discours d'opposant crée une forme de confusion politique. Pour le citoyen lambda, il devient parfois difficile de distinguer si Sonko parle en tant que chef du gouvernement, porteur de solutions, ou en tant que leader d'un mouvement qui continue de combattre des forces occultes. Il semble qu'Ousmane Sonko n'ait pas la volonté d'adopter les codes de gouvernance apaisés traditionnellement associés à la fonction de Premier ministre. Ces codes incluent la recherche du consensus, la modération dans le langage, la prudence dans les annonces et une communication institutionnelle plus formelle. Au lieu de cela, il privilégie toujours l'impact, la confrontation verbale et la réaffirmation constante de ses principes radicaux. Il continue d'utiliser les mêmes cibles que lorsqu'il était dans l'opposition, les prédateurs, les ennemis du peuple, les lobbies. Ce maintien d'une rhétorique de combat, même une fois au pouvoir, suggère qu'il considère sa nomination non pas comme une fin en soi, mais comme une nouvelle étape dans une révolution continue. Cette posture dérange même certains de ses anciens alliés et une partie des observateurs qui avaient espéré un apaisement après les tensions préélectorales. Des voix au sein de la coalition au pouvoir, bien que discrètes, s'interrogent sur la capacité d'un tel style à unifier le pays et à permettre une gouvernance efficace. La politique est l'art du compromis et de la négociation.
et une rhétorique perpétuellement offensive peut rendre difficile la recherche d'alliances nécessaires pour la mise en œuvre des réformes. Certains craignent que cette intransigeance ne fragilise la nouvelle administration et ne la rende vulnérable aux critiques d'immobilisme ou d'incapacité à gérer les affaires de l'État avec pragmatisme. De plus, cette position d'opposant au pouvoir, alors qu'il est le Premier ministre, soulève des questions sur la chaîne de commandement et la cohérence de l'action gouvernementale. Qui est le porte-parole de la politique publique? Le président Diomaye Faye, avec son image de modération et d'apaisement, ou le Premier ministre Sonko, avec son discours radical? Cette dualité, bien qu'elle puisse être perçue comme un atout par certains, car elle permet de parler à différentes franges de la population, peut aussi créer de la confusion et des tensions internes. La pérennité de cette posture s'explique sans doute par plusieurs facteurs. Fidélité à sa base. Sonko sait que c'est son style radical et sa rhétorique anti-système qui lui ont valu la loyauté indéfectible de sa base, notamment la jeunesse. Changer radicalement de ton pourrait être perçu comme une trahison ou une compromission avec le système qu'il a toujours combattu. Maintien de la pression. En restant offensif, il maintient la pression sur les acteurs qu'il souhaite réformer ou purger, certains corps de l'État, milieux d'affaires, etc., signalant que la révolution est en marche. Préparation de l'avenir, il se positionne comme le garant idéologique du projet, celui qui veillera à ce que le gouvernement ne dévie pas de sa trajectoire de rupture, consolidant ainsi sa propre place pour les échéances futures. En conclusion, la persistance d'Ousmane Sonko dans une posture d'opposition, même depuis qu'il est au pouvoir en tant que Premier ministre, est un élément majeur qui continue de déranger profondément. Elle remet en question les attentes traditionnelles de la fonction, crée une confusion institutionnelle et sème parfois le doute sur la capacité de la nouvelle équipe dirigeante à gouverner de manière unie et pragmatique. Pour ses partisans, c'est la preuve de son authenticité et de son engagement indéfectible pour le changement. Pour ses détracteurs et une partie de l'opinion, c'est le signe d'une incapacité à s'adapter aux responsabilités du pouvoir, d'une posture populiste persistante qui pourrait, à terme, fragiliser la stabilité du pays. Cette particularité de son style est une source d'incertitude et une raison de plus pour laquelle Ousmane Sonko reste une figure politique qui dérange, même lorsqu'il est assis au cœur du pouvoir. L'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye à la présidence et d'Ousmane Sonko à la primature, suite à une victoire électorale historique, a été saluée comme un triomphe de la résilience politique et de l'amitié. Leur relation est singulière. Sonko, figure charismatique et mentor politique, a désigné Faye, son bras droit de longue date et compagnon de prison, comme son candidat. Cette dynamique de leader par procuration confère une dimension unique à leur collaboration. Pourtant, malgré cette amitié solide, l'équilibre entre le président, garant des institutions et de l'unité nationale, et le Premier ministre, porteur d'une idéologie de rupture radicale, est intrinsèquement fragile. Cette fragilité est une source majeure de dérangement et d'interrogation quant à la stabilité et la direction future du Sénégal. Historiquement, la relation entre un président et son Premier ministre peut être source de tension, même au sein d'une même famille politique. Au Sénégal, cette dynamique est exacerbée par la répartition atypique des rôles et des personnalités. Bassirou Diomaye Faye a été élu sur la base du projet de Sonko et avec son soutien inconditionnel. Son image est celle d'un président modéré et apaisant, un technocrate discret, moins clivant que Sonko, qui a su rassurer une partie de l'électorat et de la communauté internationale par son calme et sa dignité. Ses premières prises de parole ont été marquées par des appels à l'unité, au travail et à la réconciliation, cherchant à refermer les plaies des années de tension. Il incarne une certaine forme de continuité institutionnelle dans la rupture. À l'opposé, Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre, maintient une posture et un langage qui restent explosifs. Comme évoqué précédemment, il ne renie pas son rôle de tribun, de dénonciateur du système et de garant de la révolution promise. Sa rhétorique est souvent incisive, ciblant des acteurs et des pratiques du passé avec une virulence inchangée. Il est perçu comme l'âme idéologique du projet, le gardien du temple des principes de Pastef. C'est cette confrontation d'images et de styles qui crée un équilibre potentiellement précaire. D'un côté, la nécessité pour le président de rassembler et de rassurer. De l'autre, la volonté du Premier ministre de maintenir la flamme de la contestation
et d'opérer des changements radicaux. Le risque immédiat est une confusion politique aux yeux de l'opinion publique et de la communauté internationale. Qui donne la direction? Qui incarne la véritable autorité et la vision du nouveau pouvoir? Si le président est le chef de l'État et le chef de l'exécutif, le Premier ministre est le chef du gouvernement, et la voix de Sonko est d'une portée politique équivalente, sinon supérieure, à celle de Faye pour une large frange de l'électorat. Cette dualité, si elle n'est pas gérée avec une extrême finesse, pourrait entraîner des signaux contradictoires. Cette dynamique exerce une pression constante sur Diomaye Faye. En tant que président, il est le garant de la stabilité du pays et de ses relations internationales. Il doit rassurer les investisseurs, les partenaires diplomatiques et les segments de la population qui s'inquiètent de la radicalité du projet PASTEF. Or, les déclarations parfois tranchées de son Premier ministre peuvent compliquer cette tâche. Le président se retrouve à devoir naviguer entre la nécessité de soutenir son mentor et allié historique et celle de marquer sa propre autorité et sa vision pour le pays, qui pourrait être plus modérée et consensuelle. La question est de savoir si cette pression est une stratégie calculée ou si elle annonce une tension inévitable à venir. Plusieurs scénarios peuvent être envisagés, chacun étant une source de dérangement pour l'ordre établi. La stratégie du bon et du méchant flic. Certains analystes suggèrent que cette répartition des rôles est une stratégie délibérée. Diomaye Faye incarne la modération et la rassurance pour l'international et les élites, tandis que Sonko maintient la pression sur l'intérieur et la base populaire pour assurer que les réformes radicales soient engagées et que personne ne s'endorme sur ses lauriers. Dans ce cas, la tension serait une mise en scène au service d'une stratégie commune, mais elle reste dérangeante, car elle fragilise les codes de gouvernance et peut entretenir un climat d'incertitude. Une tension inévitable. D'autres estiment que, malgré l'amitié, les ambitions personnelles et les divergences de méthode finiront par créer des frictions. La figure d'Ousmane Sonko est celle d'un leader qui n'a jamais vraiment aimé être dans l'ombre. Son charisme et sa popularité pourraient, à terme, éclipser la figure présidentielle, ou du moins créer une rivalité tacite. Les réformes promises, si elles sont trop lentes aux yeux de Sonko, ou si elles rencontrent une trop forte résistance, pourraient le pousser à des actions ou des déclarations qui mettraient à l'épreuve la cohésion de l'exécutif. La question de l'autorité suprême. Dans un régime présidentiel comme celui du Sénégal, l'autorité finale revient au chef de l'État. Mais si le Premier ministre continue de s'exprimer avec une autorité quasi-présidentielle sur les sujets clés, cela peut brouiller les lignes et, à terme, miner l'autorité du président. Comment gérer les divergences d'opinion ou de stratégie entre les deux hommes sans fragiliser l'ensemble de l'appareil d'État? Cette potentialité d'un bras de fer entre les deux figures de proue du pouvoir est une source d'inquiétude majeure. Elle alimente les spéculations sur la durée de leur alliance, la capacité de Faye à imposer son autorité et la volonté de Sonko de rester dans un rôle subalterne. Pour un pays qui sort de plusieurs années de tensions politiques et qui aspire à la stabilité pour son développement, l'éventualité d'un conflit au sommet de l'État est très dérangeante. Elle pourrait paralyser l'action gouvernementale, rouvrir les divisions au sein de la coalition et, en fin de compte, fragiliser les acquis de l'alternance démocratique. En conclusion, la relation entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, bien que fondée sur une amitié profonde et une lutte commune, est l'un des points névralgiques de l'actuel échiquier politique sénégalais. La persistance du style explosif de Sonko et son rôle idéologique de gardien de la rupture posent des questions légitimes sur l'équilibre des pouvoirs et la direction de la gouvernance. Qu'elle soit une stratégie concertée ou une tension inévitable, cette dynamique dérange, car elle introduit une incertitude au sommet de l'État, une incertitude qui pourrait bien définir les contours du Sénégal des prochaines années. Au terme de cette exploration des multiples facettes du phénomène Ousmane Sonko, il devient évident que l'homme est bien plus qu'un simple homme politique. Il est un catalyseur de passions, de ruptures et d'incertitudes, une figure que personne ne peut ignorer au Sénégal et au-delà. Son parcours, de l'inspecteur des impôts au Premier ministre, en passant par le statut de lanceur d'alerte et de chef de l'opposition emprisonné, est une trajectoire singulière qui a durablement remodelé le paysage politique sénégalais. Ousmane Sonko est indéniablement un homme aimé et adulé par une partie significative de la population, particulièrement la jeunesse.
Pour ses partisans, il incarne l'espoir d'un renouveau, la promesse d'une gouvernance éthique et souveraine, et la fin d'un système perçu comme corrompu et inéquitable. Sa capacité à nommer les problèmes avec un langage cru, à défier les puissants et à se présenter comme le fils du peuple, a créé une adhésion passionnée, quasi messianique. Il est le symbole d'une Afrique qui veut prendre son destin en main, loin des ingérences et des compromis d'antan. Il a donné une voix et une dignité à ceux qui se sentaient marginalisés, et son accession au pouvoir est, pour eux, la preuve qu'une révolution est possible. Inversement, il est tout aussi haï et combattu par une autre partie de la société, notamment les élites politiques, économiques et certaines figures traditionnelles. Pour ses détracteurs, Sonko est un danger pour la stabilité, un démagogue populiste qui utilise la colère populaire à des fins personnelles. Ils lui reprochent son style radical, son refus du compromis, ses attaques contre les institutions, justice, médias, confréries, et son discours polarisant qui, selon eux, risque de déchirer le tissu social sénégalais. Les événements violents qui ont émaillé son parcours sont, pour eux, la conséquence directe de son appel à l'insurrection et de son mépris pour l'ordre établi. Sa rhétorique anti-système est perçue comme un facteur d'incertitude pour l'économie et les relations internationales du pays. Ousmane Sonko symbolise une rupture profonde. Il n'est pas seulement un acteur du changement, il est l'incarnation de la volonté de rompre avec des décennies de pratiques politiques et économiques. Cette rupture s'exprime dans ses discours sur la souveraineté monétaire, CFA, la révision des contrats pétroliers et miniers, la redéfinition des relations avec l'ancienne puissance coloniale et la promotion d'une nouvelle éthique de gouvernance. Il a réussi à briser des tabous et à imposer de nouveaux sujets de débat dans l'espace public, obligeant même ses adversaires à s'adapter ou à réagir à son agenda. Son élection par procuration via Diomaye Faye est la concrétisation de cette aspiration à un changement radical. Cependant, cette rupture crée également de profondes incertitudes. La question fondamentale qui se pose aujourd'hui est la suivante. Peut-on diriger un pays comme on mène une révolution ? La rhétorique de la contestation et de la rupture, si elle est efficace pour mobiliser l'opposition, est-elle adaptée à l'exercice du pouvoir, qui exige pragmatisme, compromis et capacité à rassurer l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux. Le Sénégal, qui a traversé une période de forte turbulence, a besoin de stabilité pour se développer. La persistance du style offensif de Sonko, même au poste de Premier ministre, interroge sur la capacité de la nouvelle équipe à unifier et à apaiser le pays après des années de polarisation. Les dynamiques de bras de fer potentiels avec le président Diomaye Faye sont un indicateur de ces incertitudes, soulevant des questions sur la cohérence de l'exécutif et la clarté de la direction politique. En fin de compte, Ousmane Sonko n'est pas seulement un homme, il est devenu une question pour tout un peuple. Il incarne les espoirs et les craintes d'une nation à la croisée des chemins. Son influence est indéniable, ses discours puissants, et sa capacité à mobiliser reste intacte. Le Sénégal est à l'aube d'une nouvelle ère, et la manière dont Ousmane Sonko exercera son pouvoir et dont il parviendra à concilier son désir de rupture avec les impératifs de la gouvernance déterminera en grande partie le futur du pays. Sonko restera une figure centrale, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, parce qu'il a osé briser le silence, secouer les fondations et imposer sa vision, forçant le Sénégal à un profond examen de conscience sur son identité, ses valeurs et son avenir. Nous avons maintenant achevé l'analyse complète de votre plan sur pourquoi Ousmane Sonko dérange. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a éclairé sur la trajectoire unique d'Ousmane Sonko et les raisons pour lesquelles il divise autant, alors n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus aussi profonds et percutants. Et maintenant, à vous la parole. Que pensez-vous de l'avenir politique d'Ousmane Sonko ? Croyez-vous à une réelle stabilité entre lui et le président Bassirou Diomaye Faye ? Leur alliance peut-elle vraiment tenir ou explosera-t-elle face aux défis du pouvoir ? Laissez vos avis en commentaire. Je les lis tous avec attention. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.